Deuxième jour de la visite du Premier ministre à Gao, Dr Choguel Kokala Maïga a consacré cette journée à l'écoute des différentes couches de la population, tout en des préoccupations. Il s'agit entre autres de l'insécurité, de la scolarisation des enfants, de la communication, de l'accès à l'eau et à l'électricité. Le chef du gouvernement a également remis 600 tonnes de vivres aux déplacés internes de la région. La région de Tombouctou produit 15 000 à 18 000 tonnes de blé par an. Ces chiffres peuvent bien être améliorés si les producteurs de la filière sont mis dans un certain nombre de conditions. Une équipe de ORTM Tombouctou s'est rendue dans certaines zones de production, dans les cercles de Diré et de Goundam. La région de Caille et l'orpaillage, on en parle ce soir. Avec un sous-sol riche en ressources minières, la localité est convoitée par les chercheurs d'or. Quelle est leur provenance? Comment ils s'organisent et est-ce qu'ils parviennent réellement à extraire de l'or à hauteur de souhait? La réponse avec Benoko Fofana. Espoir football, l'AS Hiral de Bamako accueille l'US Monastir ce dimanche au compte de la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe CAF. Tous les sports avec Siragatou Sissé en fin d'édition. Bonsoir, bienvenue. Le Premier ministre poursuit sa visite à Gao. Il a rencontré ce matin les représentants des différentes couches de la population. Les échanges ont porté sur les préoccupations de l'heure. Les femmes, les jeunes, les organisations de la société civile, tous ont des difficultés. Les femmes, il s'agit entre autres des problèmes liés à l'insécurité, à la scolarisation des enfants, à la communication, à l'accès à l'eau et à l'électricité. Avant autant de questions auxquelles le chef du gouvernement a promis d'apporter un traitement diligent à hauteur des possibilités de l'État. Alou-Sini Touré et Aliou Touré. Les forces vives de la région de Gao, les sujets de préoccupation n'ont pas manqué. Le gouverneur de la région en a brossé les grandes lignes. Elles vont du problème d'eau et d'électricité au problème d'accès par la route, en passant par les questions scolaires, l'emploi des jeunes, les télécommunications, etc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre ferme volonté de vous retrouver auprès des populations et cadres des régions pour être à leur écoute et échanger avec eux, malgré vos multiples préoccupations, témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent aux populations de nos régions. Cette marque de considération nous réconforte, à plus d'un titre, dans le combat quotidien que nous menons pour le bien-être des populations. Des perspectives et défis, ils sont nombreux, mais les plus urgents sont la reprise rapide des travaux de ralliement de l'axe Gao-Sévaré, la reprise rapide des travaux de construction du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa, la dotation de l'EDM et de la Somadjeb en nouveau groupe pour la desserte correcte des populations en eau et en électricité, le rétablissement du réseau de la connexion GSM et de l'Internet, la réalisation des projets et programmes en faveur des jeunes et des femmes, la délocalisation du concours d'entrée à l'ENA à Gao, compte tenu du nombre élevé des candidats des régions de Gao, Kidal et Menaka. Pour exemple, l'année passée, Gao avait plus de 120 candidats, mais seuls une vingtaine ont pu participer. À la suite du gouverneur, le représentant de la société civile, celui des jeunes, la représentante de la CAFO, ont tour à tour repris mot pour mot les mêmes préoccupations et ont dit se reconnaître dans le discours du gouverneur. Pour sa part, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à la population de Gao pour la qualité de l'accueil à l'occasion de son premier voyage officiel dans la région. L'occasion a également été saisie pour apporter des réponses aux préoccupations exposées. Pour ce qui est des services sociaux de base, la cohésion et l'unité nationale, on m'a indiqué, j'ai dit, si je me mets à citer et répondre à chacune des revendications, on n'en finira pas. Mais je vous assure, dès qu'on va rentrer, il y aura un compte rendu exact dont la copie sera envoyée à votre gouverneur et une copie remise au président. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut. Le gouvernement fera tout. Toutes les lois qui ont tendance à encourager les populations et seront envoyées au CNT. Je suis sûr qu'après un débat parlementaire digne de ce nom, ces lois seront adoptées.
Donc rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Soyez-en sûrs. Je ne dis pas que tout aura satisfaction, mais rien ne sera oublié. Parce qu'un gouvernement, on résout des problèmes précis à un moment précis pour une population précise suivant ses besoins précis. C'est à cela que nous nous attachons. D'autres questions peuvent être utiles, peuvent être prioritaires, mais elles peuvent être la troisième ou la quatrième question. Et rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Parce que Gao, je dis encore, quand tout le monde pensait que le Mali était fini, c'est Gao qui a dit non. Ça, on ne va jamais l'oublier. Ce sont les femmes de Gao, les jeunes de Gao, les hommes de Gao qui ont dit non, le Mali ne sera pas divisé. Ce sont les femmes de Gao qui sont sorties un jour balayer. Moi, je ne le savais même pas, c'est le président qui m'a dit. Balayer la ville pour dire que c'est fini avec ceux qui nous dominent. Les imams étaient là, ils prêchaient, les jeunes étaient là dans les rues. Ils disent non à l'occupation. Le Mali ne sera pas divisé. Je vous assure que tout Malien qui vous regarde de Kaï, de Sikasso, de Bamako, des autres régions sont très fiers de vous. Gao doit maintenir le flambeau de l'unité de la République du Mali. Peut-être d'un empire dont le Mali se vante aujourd'hui. Et nous le citons dans tous nos discours. Pourquoi personne ne peut nous diviser? Parce que ceux qui veulent nous diviser là, il y en a qui n'existaient pas quand notre pays existait. Et donc, Gao doit toujours être à la tête des pelotons des régions qui se battent pour la consolidation du monde. Vous en avez les moyens intellectuels, humains. Les ressources naturelles sont là en abondance. Il suffit d'avoir une direction éclairée pour les mettre en exergue. Le Premier ministre a demandé aux habitants de la région d'apporter leur soutien à l'armée, considérée comme la colonne vertébrale du pays, l'outil de souveraineté par excellence. Et au cours de cette visite de 72 heures à Gao, le Premier ministre a remis 600 tonnes de vivres aux déplacés internes de la région. Aucune personne vulnérable n'a été oubliée. C'est ce que nous dit notre reporter Agali Aguissa. Nous sommes dans l'ancêtre de l'OPAM de Gao qui a dû refuser du monde ce vendredi. Un vendredi spécial, un visiteur spécial. Le Premier ministre venu redonner du sourire à plusieurs centaines de déplacés internes et autres personnes vulnérables. Le docteur Choguel Kokalameika a remis les décisions de don au chef de l'exécutif régional. 600 tonnes de vivres répartis entre les déplacés internes des cercles de Gao, Ansongo et Bourem, soit 528 tonnes pour Gao, 22 tonnes pour Ansongo et 20 tonnes pour Bourem. Occasion pour le chef de gouvernement de saluer les populations de Gao pour leur attachement au terroir. Les cadeaux que les Gao nous ont donnés. Mais avant ça, le gouverneur a fait des gestes. Les terroristes, vous savez, ils attaquent des villages pour chasser les personnes qui viennent dans les villes, grossir les nombres pour amener l'instabilité. Maintenant, ils s'attaquent ce que les militaires appellent les cibles molles. Dans le temps, c'était des camps qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on va attaquer des paysans sans moyens pour qu'ils viennent grossir les villes, augmenter le nombre d'affamés pour qu'il y ait une révolte contre le gouvernement. C'est pourquoi nous avons fait ce geste purement symbolique aux populations déplacées qui viennent dans les capitales régionales. Nous avons fait aussi un geste pour les handicapés. Ce n'est qu'un geste parce que le travail doit s'accomplir normalement pour tout ce que nous avons comme moyen. Pour les agriculteurs parce que le changement, la refondation, Mali Taga, le nouveau Mali, Mali Koura, pour que ça réussisse, après avoir sécurisé le pays, ou en même temps qu'on sécurise le pays, il faut qu'on s'occupe des plus démunis. C'est ça le souhait du président. L'État est conscient des préoccupations de l'heure et la sécurité gage de souveraineté nationale demeure une priorité pour les autorités de la transition, a déclaré le Premier ministre. Ne vous fatiguez jamais de soutenir votre armée. C'est pourquoi j'étais très fier tout de suite quand j'ai entendu la chanson qui était dédiée au Premier ministre. Mais en réalité, c'est une chanson où les trois quarts parlent de l'armée et peut-être un peu du ministre, du Premier ministre. J'en étais très fier et merci pour le chanteur. De plus en plus, il faut cultiver le patriotisme. Aucune nation ne s'est développée dans le monde
si ces Tutsuanes sont profondément patriotes. Et c'est cette trace indélébile que Assimi Goïta veut laisser en République du Mali d'ici la fin de la transition. Le Premier ministre, à son tour, n'est pas retourné main vide. Il a reçu des cadeaux venant de plusieurs communautés de la région. Les cadeaux qui m'ont été donnés ici à Gao, par les Songoï, par les Peul, par les Arabes, par les Tamashek, par les Daïsak, tout le monde, ça montre une chose, que Gao, comme tout le Mali, est un melting pot. Gao n'est pas une ville de Sonraï seulement, n'est pas une ville d'Arabes seulement. Gao, c'est une ville de Sonraï, d'Arabes, de Bambara, de Peul, de Dogon, de tous ces citoyens maliens. La terre appartient à la République malienne. Si vous partez à Bamako aujourd'hui, il y a des quartiers pleins où il n'y a que des Sonraï. Donc ici, là, c'est pour tous les Maliens qui viennent de Menaka, de Kidal, de Kaï. C'est la terre malienne. C'est ce que la population de Gao nous a montré aujourd'hui. Donc c'est une forte leçon d'unité nationale, de concorde nationale que la population de Gao a montré. Je voudrais donc vous remercier de cette très belle leçon que vous venez de nous donner. Et le Premier ministre, accompagné du ministre du Développement rural Modibo Keïta et plusieurs autres membres du gouvernement, a inauguré ce matin le périmètre irrigué et risicole du village de Bagoundje 1, situé à quelques kilomètres de la ville de Gao. Ce périmètre devra contribuer à assurer la sécurité alimentaire au niveau de la région de Gao et du reste du Mali. Aliou Idrissa Maïga. Dans la région de Gao, l'agriculture fait partie des activités menées par les populations malgré les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays, des efforts sont fournis par l'État et ses partenaires à tous les niveaux. Ainsi, le Premier ministre, chef du gouvernement de passage à Gao, a saisi l'opportunité pour inaugurer le périmètre irrigué du village de Bagoundje 1 dans la commune rurale de Gounzourei. En plus de la sécurité physique des populations contre les groupes terroristes armés, la sécurité alimentaire est la priorité. Lorsque le gouvernement crée les conditions pour que les populations puissent vivre chez elles du fruit de leur travail, comme le cas d'un périmètre irrigué, et surtout vous dites que ça a commencé avec la rectification de la transition, réalisé sous la rectification, et les premiers fruits sont exploitables sous la transition, ça ne peut que nous enorgueillir. Et toute la délégation venue de Bamako vous dit merci pour avoir donné suite à un des vœux principaux du chef de l'État, c'est-à-dire qu'en plus de la sécurité physique, il faut la sécurité alimentaire des populations. Ce périmètre irrigué de Zoria, réalisé sur une superficie de 50 hectares pour 188 exploitants, a vu le jour grâce au partenariat entre le gouvernement du Mali et la République fédérale d'Allemagne. On est en plein Sahel. Quand on voit de l'eau couler dans le Sahel pour faire de l'agriculture, ça c'est une source de satisfaction pour un ministre de développement rural. Surtout que maintenant on est dans un système de changement climatique, les pluviométries sont erratiques. Grâce à ces irrigations-là, les exploitants agricoles pourront produire les 12 mois de l'année du riz et des produits maraîchers. Ça leur permet de rester sur place. Pour le Premier ministre, des réalisations de ce genre doivent être faites partout au Mali. Vous avez la terre, vous avez le soleil, il y a les hommes maintenant. Donc au travail, et faites en sorte que les Maliens se sentent mieux en mieux, quelle que soit la contrée où ils se trouvent. J'aimerais inaugurer un périmètre comme ça dans la région de Kaï, dans la région de Sikasso, dans la région de Menaka, à Taoudeni pour Kapa, à Kidal, pour que de plus en plus de Maliens se sentent fiers d'être dans leur terroir. Et c'est en ce moment que la décentralisation aura son vrai sens. Les bénéficiaires qui ont apprécié l'inauguration de ce périmètre dans leur localité s'engagent à travailler pour garantir une sécurité alimentaire au bénéfice de tous les Maliens.
Nous allons parler du grand format, mais avant, nous allons toujours parler de cette visite du Premier ministre à Gao. Cette nouvelle, la future université de Gao, sera construite sur plus de 500 hectares dans la localité de Béra, à quelques 7 km de la ville. Le Premier ministre en visite à Gao s'est rendu sur le lieu pour se rassurer de l'adhésion des populations à cette initiative du gouvernement. Le maire, le chef du village ont salué ce voyage historique du chef du gouvernement et réitéré leur pleine adhésion à la construction d'une université dans leur village. Plus de détails sur cette université dans nos prochaines éditions avec Agali Agissa et Alassane Ahmadou. Grand format à présent, mais nous allons rester dans le nord, mais cette fois-ci à Tombouctou. Sur une superficie de 6200 hectares, la production annuelle du blé de la région de Tombouctou varie entre 15 000 et 18 000 tonnes, soit 2 à 3 tonnes à l'hectare. Un taux qui pourrait être amélioré si un certain nombre de conditions étaient réunies. Une équipe de l'ORTM Tombouctou composée de Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina a sillonné quelques grandes zones de production du blé dans les cercles de Diré et de Goundam. Suivant. Les cercles de Goundam et de Diré, respectivement situés à 90 et 135 km de Tombouctou, renferment des zones de culture du blé par excellence. Cette denrée cultivée en contre-saison après le riz occupe une place importante sur le plan économique. Sa culture nécessite des moyens humains et financiers tout au long de ses différentes étapes avant sa maturation en l'espace de 3 mois. Le rendement du blé a beaucoup diminué ces derniers temps, par faute d'intrants, mais nous sommes obligés de les cultiver parce qu'on vit de ça. La culture du blé est traditionnelle chez nous. Nous faisons beaucoup d'autres spéculations. Cela ne nous empêche pas de faire le blé malgré les contraintes qu'on y rencontre. Le blé, comme vous le savez, peut être utilisé de diverses manières, de diverses formes dans l'alimentation. C'est ce qui nous permet d'avoir du pain, du vermicelle et tout autre produit. Donc, et c'est une culture de rente également parce que le blé se vend très bien sur le marché, là où la mesure de riz se vend à 500 francs, la mesure du blé se vend à 1500. Et mieux que ça, c'est que c'est la culture qui permet aux paysans de préparer la saison hivernale. À Diré aussi bien qu'à Goundam, les superficies cultivables sont énormes par zone de production. Une trentaine de périmètres est exploité. Nous sommes ici dans le cercle de Goundam. Il y a 3 communes productrices essentielles de blé. Il y a la commune de Kanei, la commune de Doukouria, la commune de Douéchiré qui couvre 50 chefs de villages et fractions, dont 27 villages, tous produisent du blé et que chaque village a au moins 4 à 5 périmètres de blé. Pour nous, si tu n'as pas cultivé le blé, tu auras des problèmes au moment de sauter. On attend jusqu'à 12 000 tonnes de blé dans les cercles de Diré cette année. Nous avons dans notre plan de campagne une prévision de 2500 hectares, mais bien on a dépassé ces 2500, nous sommes à 3000 et quelques en matière de superficie emblavée. Nous attendons des bonnes récoltes. Fortement secoué par la crise, l'inadaptation des moyens agricoles, le manque d'aménagement des espaces, la cherté de la main-d'œuvre, ensuite le manque d'écoulement. Ces paysans affirment être tout le temps contraints de brader leurs récoltes, au risque de ne pas les exposer aux insectes. Ce blé que vous voyez, on ne peut pas le conserver longtemps, sinon des parasites vont l'attaquer. C'est pourquoi il nous arrive de les vendre à bas prix. Il y a l'Institut de l'économie rurale qui avait fourni des semences. Il y a Sucui Roi aussi, je pense qu'à travers Amassa avec le plus souvent qui viennent. Mais généralement, nous on a constaté qu'il y a un manque de coordination entre nous. Nous organisons les bourses nationales et internationales, voire même les foires. Donc ils participent, c'est l'occasion d'écouler un peu leurs produits sur le marché. Nous avons des perspectives, c'est de renforcer en tout cas la résilience des communautés, c'est de les appuyer. Et c'est ce qui me fait à dire qu'il faut la mobilisation, il faut le soutien de la filière blé. Malheureusement, ces dernières années, il n'y a pas de partenaires face à la culture du blé. La culture du blé s'étend sur une myriade de périmètres villageois dans la région. Et les responsables sont engagés sur tous les fronts afin de mieux accroître la filière qui se voit mourir au profit de d'autres spéculations. Il faudrait d'abord mettre un accent particulier sur la poursuite des aménagements agro-agricoles qui permettent de sécuriser
la production indépendamment des aléas climatiques. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est d'équiper les organisations paysannes en tracteurs, en motoculteurs, en mini-rizeries pour leur faciliter les travaux. Dans la chaîne d'exploitation, des groupements de femmes interviennent dans la transformation et y gagnent. Cependant, tout n'est pas rose. Elles ont eu d'autres nouvelles idées pour faire cette transformatrice avec le riz. Donc elles font le mélange de le riz concassé et la farine. Elles font le couscous. Mais la farine simple, elles font ça avec les vermicelles. Si on arrive à développer une véritable politique de développement de la filière blé, on peut produire non seulement pour les besoins nationaux, mais également pour l'exportation. Depuis l'avènement de la crise, jusqu'à aujourd'hui, la filière blé n'a pas eu d'appui. Au regard des besoins croissants de consommation de blé dans notre pays et des potentialités hydro-agricoles de la région de Tombouctou, la région souhaite vivement un renforcement des efforts de l'État et des partenaires pour la valorisation de la filière blé dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, la région de Tombouctou dispose de plusieurs potentialités agricoles et des ressources humaines. Il est urgent de mettre en œuvre des initiatives pour redonner un nouveau souffle à la filière blé, qui peut contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités. Nous restons à l'intérieur du pays où 14 formateurs viennent de boucler une formation sur la construction de biodigesteurs domestiques à Koulikoro. L'objectif de ce programme des Pays-Bas est de produire du biogaz et aussi des fertilisants organiques à partir de bousses de vache, des épluchures entre autres. 6229 biodigesteurs devront être construits d'ici 2025. Diemba Moussa Konate. Au secteur élevage de l'hyper-IFRA de Katibougou, c'est samedi 11 janvier 2023, un groupe de formateurs de 14 personnes s'active à finaliser la construction d'un biodigesteur domestique de 8 mètres cubes qui peut produire 1,5 mètre cube de gaz par jour avec une charge de 80 kg de bouse de vache. Après le temps de rétention qui est estimé à 50 jours, le digesteur peut produire un compost de 40 voire 45 tonnes. C'est une initiative de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB. Le biodigesteur, c'est une solution pour la sécurité alimentaire, pour la sécurité énergétique et également contre tout ce qui est changement climatique et environnemental. Le contexte du Mali et des pays du Sahel, nous avons un accès limité au bois de chauffe. Et surtout que nous avons, avec la déforestation et puis l'avancée du désert, nos ménages ruraux surtout et urbains ont beaucoup de difficultés à avoir l'accès au bois énergie. Le biodigesteur à dôme fixe, c'est cette nouvelle technologie que la SNV, à travers l'ANADEB, veut mettre à la disposition des ménages. Une technologie qui permet de produire du biogaz pour la cuisson propre. Le digesteur est constitué d'une entrée. Donc, nous avons ici le modèle Faso Bio 15 type SSD que nous avons appelé Biodidorma 23 qui est construit en béton. Il y a une entrée, donc nous utiliserons de la bouse de vache. Également, nous pouvons utiliser tout ce qui reste des aliments, les plantes aquatiques, qui pourront être utilisés pour alimenter les biodigesteurs. Le formateur estime que la technologie qu'il met à la disposition des formateurs est rentable et permet non seulement un retour sur investissement, mais permettra surtout d'avoir moins de pression sur l'environnement. Par exemple, ici, ce digesteur peut accueillir 80 kg par jour. Ça peut produire, disons, 3 mètres cubes de gaz. Et les 3 mètres cubes de gaz avec un bon foyer, ça va remplacer à peu près 20 kg de bois par jour. Ce programme du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas s'inscrit en droite ligne des orientations de la Direction générale de l'IPR-IFRA de Katibougou. Non seulement nous avons l'agriculture, mais aussi nous avons l'élevage. Et ce qui s'est fait ici déjà, par rapport aux poussets, les poussets il y a très longtemps sont réchauffés avec les biogaz au niveau des Katibougou. Pour les récipiendaires, un coup de piston vaut mieux que 100 années d'études. Ils estiment que cette formation a été bénéfique pour eux. Les récipiendaires sont sortis outillés
après cet atelier, non seulement pour la vulgarisation, mais aussi pour l'accompagnement de nos structures techniques pour la formation continue. Et en plus de la formation reçue, je tiens également à mettre l'accent sur ce que nous avons eu à apprendre ici. La littérature sur les biodigesteurs est très abondante, mais les réalisations de modèles sont très rares. La technique de biodigesteur qui vient d'être mise à la disposition des formateurs est une solution pour la sécurité alimentaire, énergétique et environnementale. Vous le savez, l'or est un métal de valeur et convoité. Le sous-sol caïsien en regorge. Les chercheurs d'or affluent vers la région et font de l'orpaillage très traditionnel leur gagne-pain. Ces orpailleurs, d'où viennent-ils? Comment ils sont organisés? Parviennent-ils réellement à extraire de l'or à hauteur du souhait? Les éléments de réponse avec Benoro Fofana, Lassana Keita de ORTM Kai. À la recherche du bonheur, afin de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs familles respectives, certains ont choisi d'aller à l'aventure à leur risque et péril. D'autres ont choisi de retourner à la terre, mais pas pour y cultiver, mais s'adonner à l'orpaillage, une activité très convoitée dans la région de Kaïa. Nous sommes ici sur le site d'orpaillage de Boubou, village situé à 158 km au sud de Kaïa, dans la commune rurale de Djarafara, cercle de Kenyeba. Découvert il y a au moins un mois, ce site est déjà bondé d'orpailleurs venant de divers horizons. Cela fait plus de 30 ans que j'évolue dans ce milieu. Je viens de Bourdala, je fréquente ce site d'orpaillage avec mes filles qui sont mariées. Sinon, mes plus jeunes enfants vont à l'école. Depuis que je suis petit, je vais avec mon père. On a débrouillé un peu, je suis grandi. Donc en 2012, il y avait des appareils venus. Donc nous-mêmes, mon père avait acheté les appareils. J'ai commencé de travailler pour moi-même. En vue de faire régner le respect et la quiétude sur le site en question, des personnes appelées tombolomans ont été désignées. Les tombolomans sont des personnes choisies pour gérer les questions de justice, sécurité, entre autres. En cas de conflit entre deux personnes sur le site, nous sommes sollicités pour trancher. Aussi, en cas d'accident, d'effondrement d'une fosse, c'est les tombolomans qui se chargent de sécuriser les lieux avant d'organiser les recherches. Nous sommes également appelés à délimiter le site afin de préserver les champs de culture qui s'y trouvent à côté, ainsi que les vergers. Ils sont tous ici à la recherche du pain quotidien. Je me suis lancée dans cette aventure faute de moyens pour subvenir aux besoins des enfants et de la famille. Mon mari était handicapé physique et au lieu de quémander par-ci par-là, j'ai préféré venir tenter ma chance ici. Nous avons venu ici, il y avait beaucoup de difficultés pour nous. Bon, si tu n'as pas travaillé ça, donc tu ne gagnes pas de l'argent. Sur ce site, il n'y a pas de discrimination. Il suffit aux orpailleurs de se conformer au règlement. Toutes les personnes que vous voyez ici viennent de divers horizons. Parmi ceux-ci, il y a des Burkinabés, Guinéens, Maliens et j'en passe. En tant que tomboloma, nous exigeons le respect des engagements. Par exemple, tout orpailleur qui extrait de l'or, sur chaque gramme d'or sorti de terre, le 1/10 est donné au village. Un exemple parmi tant d'autres, de 2009 à nos jours, dans la contrée, nous avons réalisé des mosquées, forages et des écoles. Malgré les difficultés rencontrées au quotidien et les risques auxquels ces orpailleurs sont exposés, ils continuent le dur labeur tout en espérant faire sortir des terres des kilos d'or. Nous vivons d'énormes difficultés dans ce travail. On tire sur les cordes, on remplit les tricycles et en retour, nous recevons une certaine quantité de gravier. Après avoir acheté de l'eau pour le nettoyage, on se frotte souvent les mains. Par contre, il y a des jours où on ne gagne rien. Bon, comme les damas vont nous tirer, la première difficulté c'est ça. Bon, tu vas passer toute la journée et tu ne vois pas de l'or aussi, tu ne gagnes pas, bon, tu vas faire une semaine, tu ne gagnes pas de l'or, donc, et puis aussi si tu as gagné, c'était un peu seulement. Donc nous on est fatigués ici trop quoi. Si d'autres n'arrivent pas à trouver de l'or, d'autres se frottent bien les mains. Peine un mois d'existence de ce site d'orpaillage, certains orpailleurs ont extrait de l'or
que ce soit les femmes, les hommes, même les femmes qui n'ont pas les moyens de creuser, arrivent à avoir leur part à partir des graviers qu'elles vont nettoyer. Ces orpailleurs ont accepté de vivre à la sueur de leur front que de s'adonner au banditisme, à la prostitution. À Gao, rencontre d'informations et d'échanges autour des questions relatives à la relecture des textes régissant l'Union des radiodiffusions et télévisions du Mali, les textes régissant les médias maliens et l'avant-projet de constitution. Les participants viennent des régions de Gao, Menaka et Kidal, Riaket Touré et Youssouf Samaki. Cette rencontre d'information et d'échange s'inscrit en droite ligne des préparatifs du 9e congrès de l'Union de radiodiffusion et télévision libre du Mali, URTEL. La rencontre a 3 objectifs principaux. Il s'agit de porter à votre connaissance les réformes proposées par le Bureau national de l'URTEL. Deuxièmement, de faire le compte rendu des propositions des organisations professionnelles de la presse sur l'avant-projet de constitution. Autrement dit, ce que nous avons proposé en votre nom dans la rédaction de la future constitution. Troisièmement, la presse malienne, à travers la Maison de la Presse et ses partenaires, a élaboré des documents qui doivent permettre sa refondation. Nous avons aujourd'hui 6 textes, dont 3 projets de loi et 3 projets de décret qui ont besoin de l'accompagnement de tout le monde pour permettre à la presse malienne d'avoir sa place dans un monde en perpétuelle mutation. Pour l'avenir de notre organisation commune, le temps du changement, c'est maintenant. Nous voulons être certainement les acteurs et non les spectateurs de ce changement, pour l'honneur et la survie de l'URTEL et des radios membres. Alors, unissons nos efforts pour soutenir ces différentes réformes que l'URTEL propose à ses membres. La rencontre qui a regroupé dans la salle de conférence du pied-à-terre les responsables des radios des régions de Gao, Menaka et Kidal a été présidée par le conseiller aux affaires administratives et juridiques au gouvernorat de Gao. Mamadouba n'a pas manqué de saluer l'initiative. La région de Gao est décidée à vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs qui cadrent tout naturellement et parfaitement avec la vision de nos plus hautes autorités, basée sur un Mali nouveau, sécurisé, prospère et refondé. La région de Gao, à elle seule, compte 25 radios libres, membres de l'URTEL. En 5e région, l'ONG Humanité et Inclusion vient de tenir son 2e cadre de concertation régionale, une rencontre qui fait le suivi de la mise en œuvre des activités du programme de développement d'urgence PDU. Le programme est financé par l'Union européenne. Compte rendu Aminata Touré. Ce 2e cadre de concertation régionale se veut un espace d'échange et de partage entre les différents acteurs sur la mise en œuvre des activités du programme de développement d'urgence PDU, cela dans le but de renforcer la collaboration entre les services techniques. Rendre compte aux autorités qui ont effectivement le pouvoir dans nos zones d'intervention, mais aussi et surtout prendre leur avis, notamment les services techniques, sur le cadrage technique des activités d'accompagnement, notamment les activités de moyens d'existence que nous fournissons aux ménages bénéficiaires dans le cadre du programme de développement d'urgence. Cet atelier a permis à la cellule de présenter les résultats atteints, d'analyser et d'évaluer le projet dans sa globalité et de collecter auprès des parties prenantes des propositions d'amélioration pour des actions futures. Ils ont appuyé des ménages à être réinsérés, c'est-à-dire après l'assistance alimentaire. Ils ont aussi sélectionné des ménages qu'ils ont appuyés financièrement et d'autres aussi ont reçu des formations professionnelles. La tenue à Mopti de cet atelier d'échange est un grand honneur pour la région de Mopti et montre à suffisance le souci constant des ONG à impliquer l'État et à rendre compte aux autorités locales et régionales leurs actions humanitaires et de développement dans une perspective de complémentarité. À noter que le programme de développement d'urgence axé sur la résilience et la cohésion sociale est financé par l'Union européenne pour une période de 4 ans, 2020-2024.
Il intervient au Mali dans les régions de Ségou, Mopti, Gao, Tombouctou et Ménaka. Le budget prévisionnel 2023 de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou est évalué à plus de 2,621 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort de la 22e session de son conseil d'administration, nous dit Honoré Tino. Pour cette 22e session du conseil d'administration de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou, les administrateurs procèdent à l'adoption du procès verbal de 2021, le rapport technique et financier du 1er janvier au 31 décembre 2022. Ils examinent également le projet de budget 2023 ainsi que le nouvel organigramme de l'hôpital. Pour 2022, les résultats sont encourageants. Malgré les contraintes budgétaires, c'est la même tributaire de la position de l'État. L'hôpital a quand même mouiller les maillots, il a pu faire ce qu'il pouvait. En termes de prise en charge des patients, il y a les blessés de guerre qui arrivent à tout moment, on ne peut pas les prévoir. Donc, malgré tout, l'hôpital a pu faire ce qu'il peut. Pour l'exercice 2022, l'hôpital Nianakoro Fomba fixe son objectif général sur le recouvrement total des recettes prévues avec une maîtrise des dépenses liées au bien-être du personnel et à la population de Ségou. La population, elle ne cesse de croître. Donc les besoins socio-sanitaires croissent aussi en fonction de la population. Donc c'est dire que la tâche qui attend cet hôpital va de façon grandissante. Et nous allons appuyer l'hôpital, nous devons l'assister à pouvoir prendre tous ses besoins en charge. Le projet de budget de l'exercice 2023 de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2,621 855 000 francs CFA. Environ 7 milliards de francs CFA, c'est le budget 2023 de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. En termes d'activité, l'ANAC prévoit, entre autres, de renforcer le niveau de sécurité et de sûreté de l'aéroport international Modibo Keïta et de faire du transport aérien un moyen de désenclavement, un facteur de développement économique et social. Le point de la 32e session ordinaire de son conseil d'administration avec Maïmouna Doumbia. Cette 32e session du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'aviation civile est consacrée à l'examen du budget prévisionnel 2023. Les administrateurs feront également le bilan des activités au titre de 2022. L'exécution du budget 2022 au 30 septembre. En recettes, les émissions se chiffrent à 3 878 503 035 francs CFA, soit un taux de réalisation de 54,46%. Le montant des recouvrements s'élève à 3 105 978 291 francs CFA, soit un taux de 80,08%. Comparativement à l'année 2021 sur la même période, cela représente une variation positive de 480 137 988 francs CFA pour les émissions et une hausse de 443 968 502 francs CFA pour les recouvrements. Au cours de la présente session, il sera également question de l'examen et l'approbation du programme d'activité de l'année en cours ainsi que de la politique de l'aviation civile. Et ces objectifs sont notamment de garantir un niveau de sécurité et de sûreté conforme aux directives de l'OACI, qui est l'Organisation de l'aviation civile internationale, aussi de faire du transport aérien un vecteur essentiel de désenclavement et de développement économique. À en croire le directeur général de l'ANAC Mali, le programme annuel de supervision de la sûreté et de la sécurité couvrant l'ensemble des activités d'aviation civile a été exécuté de façon satisfaisante. Signature de 4 contrats entre le programme Tunkaranke et la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali. Et ces contrats sont relatifs entre autres à la réalisation des projets communs et à la bancarisation de la diaspora. Aboubakar Babletouri. 4 contrats pour sceller un partenariat fécond entre le programme Tunkaranke et la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali au profit des Maliens de la diaspora. Ces contrats ainsi signés engagent les deux parties dans la réalisation des projets communs,
La bancarisation de la diaspora, l'inclusion financière dans les villages à travers les points diaspora et enfin le soutien à l'entrepreneuriat à travers des offres de produits et services de la BESIC Mali. Autant de défis que le programme Tunkaranke entend relever, d'où ses engagements envers la BESIC Mali. Le programme Tunkaranke est précis et solide, basé sur une vision qui permettra en un an à la BESIC Mali d'atteindre un taux minimum de 40% de bancarisation de la diaspora. Nous nous engageons. En 2 ans, garantir à 80% des villages dans les régions de Caille, de Kita, de Nioro du Sahel, l'accès à la BESIC à travers une inclusion financière massive à partir de la diaspora. Nous nous engageons. D'ici à 5 ans, avec la BESIC, nous allons réunir les conditions de plein emploi dans les villages. Nous nous engageons également. Il n'est plus à démontrer l'apport de la diaspora dans l'économie de notre pays, qui constitue plusieurs milliards. C'est une source de financement importante et potentiellement sûre pour le pays. Alors, formaliser ces opérations de façon efficiente pour faire profiter le pays et les communes et ses ressortissants est une initiative à saluer encore. Elle permettra sans aucun doute d'améliorer les mécanismes d'investissement des expatriés et une utilisation judicieuse de l'argent au Mali. Ces grands chantiers permettront de promouvoir la bancarisation au Mali et une bonne orientation de la diaspora, des actions qui cadrent avec les missions du département en charge des Maliens établis à l'extérieur. Notre département voit ces partenariats comme une opportunité à l'éclosion de la bancarisation de la diaspora et à l'émergence d'une forte inclusion financière dans nos villages, gage de lutte contre l'immigration clandestine. Oui, retenir les jeunes dans les villages à travers des opportunités d'entreprendre sur place, la diaspora est en marche. Soyons les changements que nous voulons pour le Mali. La signature des contrats par les deux parties, une projection sur la vision, les ambitions du programme Tunkaranke, sur les actions de développement et un sketch sur les mécanismes des projets Point Diaspora ont été les faits marquants de la cérémonie. Cérémonie de remise de prix aux meilleurs candidats du concours de la lutte contre la désinformation et les discours de haine au Mali. C'est à travers le projet Tabale Kunkan et le projet Ambe Nyorambolo. Les meilleurs des 3 catégories, musique, slam et poésie, ont reçu la somme des millions de francs CFA. Reportage Boubacar Kanouté. Les projets Tabale Kunkan et Ambe Kungodo renforcent la résilience communautaire face à la désinformation au Mali. Il est porté par Church for Common Ground et ses partenaires, comme tête de file l'ambassade du Canada au Mali. L'objectif est de faire des jeunes artistes des acteurs clés dans les activités de sensibilisation sur les conséquences néfastes des fausses informations. La désinformation et les messages de haine sont de nos jours des véritables canaux par lesquels passe la confrontation et la radicalisation. Afin d'apporter sa pierre à l'édifice de la cohésion sociale au Mali, Search for Common Ground met en œuvre plusieurs projets innovants. La désinformation est devenue un fléau au niveau mondial et elle s'impose rapidement comme l'un des principaux défis de notre temps. Le journalisme intègre et objectif est une des pierres angulaires d'une démocratie solide. Les informations erronées peuvent avoir comme conséquence la fragilisation de la quiétude sociale. C'est pourquoi les autorités du pays s'inscrivent dans cette dynamique. Nous sommes avec Search Common Ground pour leur dire simplement tout notre soutien et notre collaboration pour que la question de la désinformation soit une problématique qui est traitée non seulement à leur niveau, mais aussi au niveau de notre pays, pour qu'on évite effectivement un certain nombre de risques auxquels notre pays peut être confronté. Chacun à son niveau doit faire en sorte effectivement que l'information qui est distillée soit une information juste. Les premiers des 3 disciplines, à savoir la musique, le slam et la poésie, ont reçu chacun une somme d'1 million de francs CFA plus un ordinateur. Ces récipiendaires sont désormais considérés comme des ambassadeurs de la lutte contre la désinformation au Mali. En 3e région, levée des rideaux pour Fisco, Festival international du Kénédougou, au pied de la colline du Mamelon. C'était ce jeudi. Pendant une semaine, le rendez-vous d'y donner et d'y recevoir des artisans,
tailleurs et artistes sera marqué par des conférences de bas, des expositions ventes, aussi par des visites de sites touristiques, des défilés également de mode et des concerts géants. Un espace de brassage culturel initié par l'Association pour la promotion de la culture et de la mode de Sikasso, compte rendu Moussokoro Sirimé et Amadou Dolo. C'est autour du rôle et de la place des autorités traditionnelles dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale que s'ouvre la 3e édition du FISCO, Festival international de Sikasso, un thème à travers lequel les organisateurs veulent promouvoir et mettre en exergue la diversité des valeurs socioculturelles et artistiques de la région de Sikasso. Il est initié par l'Association pour la promotion de la culture et de la mode de Sikasso. Nous sommes en train de perdre petit à petit nos valeurs culturelles. Cette perte est aujourd'hui à un point où beaucoup se battent pour des valeurs d'autrui. Nous voulons à travers ce festival permettre à la jeune génération en perte de repères de s'approprier ces valeurs à travers un retour à la source. Le rendez-vous du donner et du recevoir reçoit cette année plus de 300 exposants venus des pays de la sous-région et de l'intérieur du Mali pour étaler leur savoir-faire dans les différents corps des métiers. C'est un festival qui permet d'élargir l'espace d'échange et de commercialisation, le savoir-faire des artisans et aussi la mise en relation avec les partenaires au développement. J'invite l'ensemble des acteurs de cette initiative à œuvrer davantage à la vulgarisation des expositions culturelles et à plus de promotion pour l'héritage culturel, matériel et immatériel de la région de Sikasso. Au-delà des expositions ventes, cette 3e édition du FISCO sera rythmée pendant 7 jours par des défilés de mode, des conférences débats, des visites touristiques et des concerts géants animés par l'artiste de renommée Suleiman Traoré Neba Solo avec à ses côtés des jeunes talents locaux. Point Covid. Ce 18 février 2023, les services de santé ont enregistré 11 cas positifs sur 379 tests réalisés, 5 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 54 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport à présent et avec moi dans le studio, Siragatou Cissé. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Assel Matanda. Coupe de la Confédération, l'AS Real de Bamako reçoit demain dimanche au stade du 26 mars les Tunisiens de l'US Monastir à la faveur de la 2e journée dans le groupe D. Oui, battu le week-end écoulé au Congo par le tout-puissant Mazembe 3-1. Les Scorpions de l'AS Real doivent réagir pour ne pas se compliquer la suite de la compétition. Nos reporters Ari Djouma Tina et Isaac Chenou ont assisté à l'ultime entraînement des Scorpions et à la conférence d'avant-match des deux équipes. Une semaine après son faux pas lors de la première journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération à Lumumbashi contre le tout-puissant Mazembe, l'AS Real de Bamako reçoit à l'occasion de la 2e journée Monastir de Tunisie. Cette réception prévue ce dimanche au stade du 26 mars est très importante pour les Scorpions de Bamako qui considèrent la rencontre comme le début de l'opération 9 points à domicile. On n'a pas fait un mauvais match contre le tout-puissant Mazembe. Mais il y a eu des choses qui ont manqué. Sur le plan offensif, je pense qu'on a eu énormément de difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts. Et nous espérons que par rapport au match de demain, réellement que les joueurs vont comprendre. On a travaillé dans ce sens-là, en espérant réellement qu'on puisse être plus efficace par rapport à la finition et sur ces matchs-là. Aussitôt arrivés de la RD Congo mardi soir, les Noirs et Blancs de Bamako se sont immédiatement mis au travail afin de mettre tous les atouts de leur côté pour prendre les 3 points face à l'équipe tunisienne. Chez nous, c'est l'opération 9 points. Donc nous ferons tous les moyens le dimanche pour que le Real puisse gagner, avoir les 3 points. Parce que c'est un tournoi. Donc on a perdu à Lumumbashi, donc nous allons nous rattraper à Bamako. On est bien concentrés. Pour nous, il n'y a pas une différence entre si on joue à domicile ou à l'extérieur. On est bien déterminés. Le plus important pour nous, c'est de ramener le maximum de points. Je pense que tous les joueurs sont concentrés et on va faire de notre mieux pour arracher nos points. Très déterminé, l'AS Real a envie de se relancer dans le groupe D lors de cette 2e journée.
et l'apport des supporters est également déterminant pour relever le défi. Le match AS Real Monastir de la Tunisie sera dirigé par des arbitres ivoiriens. L'autre rencontre du groupe oppose Young Africans de la Tanzanie au tout-puissant Mazembe à Dar es Salaam. Le match AS Real IS Monastir est à suivre en direct sur ORTM 1 et en exclusivité à partir de 16h. Siragatou, nous avons également du basketball. La Supercoupe annonçant l'ouverture de la saison fédérale 2022-2023 est prévue demain dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga. Oui, en série, monsieur, à 16h, on aura Stade Malien de Bamako, AS Mandé. Le Stade Malien de Bamako, auteur d'un double coupe championnat, part avec la faveur des pronostics face à l'AS Mandé. Cette affiche prévue à 16h s'annonce donc électrique. C'est le remake de la finale de la Coupe du Mali remportée par le Stade Malien de Bamako. Les Blancs préparent justement la Basket African League à Dakar, au Sénégal, du 11 au 21 mars. Chez les dames, à 18h, le Stade Malien de Bamako, vainqueur de la Coupe, aura en face de lui l'AS Police, championne en titre. Ce duel de titans a commencé. Le Stade Malien de Bamako s'est d'ailleurs renforcé dans les rangs de son adversaire. Cette super coupe de basket est la première grande compétition organisée par le nouveau bureau fédéral dirigé par Maître Jean-Claude Sidibé. C'est tout, Siragatou? Et ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et avant de mettre fin à cette édition, nous avons deux informations. Tout d'abord, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, séjourne à Addis Abeba en Éthiopie, où s'est ouvert aujourd'hui le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite en marche du 36e sommet de l'Union africaine, du plaidoyer et de la démarche conjointe entamée par les trois pays en transition, à savoir le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. C'est en vue de la levée de leur suspension des activités de la CEDEAO et de l'Union africaine. Et ce communiqué, l'ambassadeur de la République du Mali au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Cap-Vert porte à la connaissance des Maliens vivant dans les pays de la juridiction que l'opération de mise à jour des données NINAN lancée le 9 janvier 2023 par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile se poursuit jusqu'au 31 mars 2023. L'ambassadeur informe par conséquent les compatriotes des pays de la juridiction Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Cap-Vert que la mise à jour des données biométriques pour l'acquisition de la nouvelle carte d'identité biométrique aura lieu tous les jours à la chancellerie du lundi au samedi, excepté le jeudi aux heures suivantes. Du lundi au vendredi de 9h à 16h, le samedi de 10h à 15h. Le jeudi est réservé au dépôt de demande des passeports. L'ambassadeur s'est compté sur l'esprit civique de chacun des compatriotes de la juridiction. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Ouangolo, Fédéké-Sédougou ou encore à Tafiré, c'est en Côte d'Ivoire. Merci à tous. Bonsoir.